Imagine, tu vis chez toi, sur ta terre depuis des générations. Un matin, sans l'avoir choisi, ton monde change à tout jamais. Voici l'histoire de la création d'Israël, mais vue par un Palestinien. Mets-toi, l'espace d'un instant, dans la peau d'un Palestinien. Alors que tu vis tranquillement chez toi, un jour, une poignée d'hommes en costume sobre, confortablement installés à Londres et New York, se disent que ton jardin serait parfait pour y installer d'autres personnes. Des personnes venues d'ailleurs, qui elles aussi rêvent d'un jardin comme le tien. Tout cela se déroule dans un contexte particulier, celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le monde entier est encore traumatisé par les horreurs vécues par le peuple juif en Europe. Mais étrangement, toi et ton peuple, vous n'avez jamais eu votre mot à dire. Alors même que beaucoup d'entre vous avaient combattu aux côtés des Alliés pendant cette guerre, espérant sans doute naïvement qu'après tant de sacrifices, votre voix compterait. Mais non. Aujourd'hui, ils appellent ton jardin la terre promise. Sauf que personne ne t'a jamais promis quoi que ce soit à toi. En 1917, tombe la fameuse déclaration Balfour. Le Royaume-Uni, toujours aussi généreux avec ce qui ne lui appartient pas, promet un foyer national aux Juifs en Palestine. Israël résulte ainsi de l'accomplissement de la vision du mouvement sioniste, dont les premières bases politiques ont été posées dès la fin du XIXe siècle sous l'impulsion de Theodor Herzl, visant explicitement la création d'un État juif, particulièrement après le démantèlement de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Bien évidemment, personne n'a jugé bon de consulter les habitants du coin. Pourquoi demander l'avis de ceux qui vivent là depuis des générations, voyons. Leur destin a donc été décidé très loin de chez eux, dans les salons feutrés des capitales européennes. Entre les deux guerres, les Britanniques administrent la Palestine sous mandat, en affirmant vouloir garantir l'équilibre entre les communautés arabes et juives. Mais rapidement, l'équilibre penche lourdement d'un côté, au gré d'une immigration toujours plus importante, encouragée par le mouvement sioniste qui voit là l'occasion rêvée d'accomplir son projet national. Les tensions grandissent, les émeutes éclatent régulièrement, et les Britanniques jouent aux arbitres, mais ne semblent jamais vraiment s'inquiéter de ton avis ou de tes problèmes quotidiens. Viennent ensuite les vagues d'immigration massive. Des milliers, puis des dizaines de milliers débarquent, portés par le rêve sioniste. On t'explique gentiment qu'il y a largement assez de place pour tout le monde. Sauf que progressivement, ton village change de visage. Tes terres te sont de plus en plus difficiles d'accès. Et quand tu n'es pas d'accord, on te dit que c'est toi qui es hostile, rétrograde, réticent au progrès. Tu deviens étranger dans ton propre village. Observateur impuissant d'un bouleversement que tu n'as jamais demandé, et encore moins voulu et accepté. La Seconde Guerre mondiale et l'horreur des camps nazis accélèrent encore davantage cette immigration, nourrie par la sympathie internationale pour le peuple juif meurtri. Toi, bien sûr, tu n'as jamais été responsable des crimes européens. Mais il semble que ce soit toi qui doives en payer le prix. Pourtant, durant cette guerre, de nombreux Palestiniens avaient rejoint le rang des forces alliées, espérant sans doute que leur participation au combat contre le nazisme leur garantirait un minimum de reconnaissance. Mais une fois la guerre terminée, tes sacrifices et ceux de tes proches furent oubliés. Tout simplement. Arrive alors le grand moment, 1947. L'ONU propose un plan de partage. Comme c'est généreux de leur part. Ils divisent ta maison en deux. Ta chambre, ton salon, deviennent soudainement la propriété d'une famille que tu n'as jamais rencontrée. Et quand tu oses protester, légitimement, on te traite de terroriste, d'opposant à la paix mondiale. Ton refus de perdre la moitié de ta vie est vu comme un obstacle à la justice historique. Une justice décidée ailleurs,
et sans toit. Arrive enfin le 14 mai 1948, la naissance officielle de l'État d'Israël. Un État qui du jour au lendemain efface des centaines de villages palestiniens de la carte. Des milliers de familles comme la tienne sont poussées hors de leur terre par la violence ou la peur. Toi, tu deviens un réfugié dans ta propre maison, obligé de partir ou d'accepter d'être désormais étranger sur ta propre terre. On appelle ça la Nakba, la catastrophe. Un mot finalement bien modéré pour décrire la disparition forcée de ton monde. Les troupes britanniques se retirent. David Ben Gourion déclare l'indépendance d'Israël. Dès le lendemain, après des mois de tensions et de violences intercommunautaires, les troupes de plusieurs pays arabes voisins envahissent le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. The city of Haifa and its harbor become the center of bitter conflict as a new Jewish state is born in the tense atmosphere of civil war. Ces attaques sont repoussées par l'État hébreu, qui conquiert pendant la guerre 26% de territoires supplémentaires par rapport au plan de partage. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe en français. 600 000 à 800 000 d'entre eux sont chassés de leur maison et forcés de fuir. Depuis, l'histoire n'a cessé de s'écrire en ton absence. Mais toujours sur ta terre, bien sûr. Tes enfants apprennent à grandir entre checkpoints, murs et humiliations quotidiennes. Ils entendent parler de paix, de négociations interminables qui n'aboutissent jamais, d'accords signés, puis aussitôt oubliés. Une paix perpétuellement reportée à plus tard. Un plus tard toujours promis, mais qui n'arrivera jamais. Alors oui, créer un État, c'est une belle idée, généreuse sur le papier. D'autant plus qu'après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs aussi méritaient d'avoir le leur. Mais si c'est au détriment de tout un peuple et une nation qu'on colonise sous prétexte que la terre leur appartient par décret divin, sans se soucier le moins du monde des gens qui y vivent depuis des siècles, on ne fait que déshabiller Pierre pour habiller Paul. On transpose la misère et la détresse sur un peuple qui, lui, n'avait rien demandé. Et n'avait absolument pas mérité. Dès lors, on comprend mieux pourquoi personne n'a jugé bon de demander l'avis des Palestiniens. Tout cela se serait-il passé de la même façon si la Palestine avait été la première puissance militaire mondiale ? Bon, je ne sais pas, on ne refait pas l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même ma petite idée. Bon ben voilà, ce deuxième épisode de Conteur d'Histoire est désormais terminé. Déjà, si cette vidéo a pu arriver jusqu'à vous malgré le sujet sensible, c'est déjà une victoire en soi. Alors, si vous en voulez d'autres comme celle-ci, vous pouvez toujours soutenir la chaîne afin de garantir une meilleure visibilité, surtout sur des sujets aussi importants et délicats que celui-ci. Likez, commentez respectueusement, partagez autour de vous et bien sûr abonnez-vous pour être informé des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel, surtout face au risque de shadowban de YouTube. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Conteur d'Histoire. Allez, salut.